Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne de la conquête de la liberté financière. Donc pour ce premier point de marché, hein, depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc c'est le premier point, et il s'agit d'un point de marché estival, puisque après je pars en vacances. D'abord, toutes mes excuses, parce que voilà, j'ai pas mal de travail d'amélioration à faire pour monter des vidéos, hein. J'apprends aussi sur le tas, hein, sur la partie un peu communication. Donc voilà, donc toutes mes excuses si certaines choses ne sont pas très claires, mais voilà, mais bon, je compte bien m'améliorer. Donc je vais vous partager avec vous un petit peu ma vision économique, macroéconomique de la situation, hein, durant ces vacances, et un petit point, voilà, de la situation des marchés, les interrogations que l'on peut se poser. Et puis, voilà, je vais vous présenter aussi une stratégie personnelle que j'ai adoptée, parce que moi, j'ai quand même envie de passer des vacances tranquilles, hein. Je pars en Dordogne après-demain, donc voilà, j'ai envie de dormir un petit peu sur mes deux oreilles. Alors, la situation macroéconomique. Alors en deux mots, la situation continue à se redresser, hein, après une année 2020 épouvantable. Voilà, je veux dire, on anticipe vraiment une croissance assez importante en 2021. Pour la France, je crois que Bruno Le Maire table sur 6% de croissance cette année. Alors voilà, peut-être que voilà, le gouvernement a peut-être tendance, on peut dire que voilà, un peu à surestimer, mais dans tous les cas, on sait que l'année 2021 sera bien meilleur que 2020. Et puis voilà, pour discuter un petit peu avec des entrepreneurs, avec des restaurateurs, voilà, avec des commerciaux de magasins, de bricolage, voilà, tous me disent que voilà, qu'il y a un redémarrage, qu'il y a une forte demande. Il y a eu beaucoup d'épargne accumulée pendant un an de confinement. On a aussi sauvé les emplois, donc finalement le chômage n'a pas tant explosé que ça. Et donc du coup, il y a eu un excédent d'épargne qui a été créé, et cette épargne, pour partie en tout cas, est en train de se déverser dans l'économie. Et ça, évidemment, on verra, les marchés apprécient cela tout particulièrement. Alors, moi, je table sur quatre scénarios qui sont pour moi en théorie possibles, hein, sur on va dire sur les deux, trois prochaines années, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les marchés anticipent, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir de très bons chiffres économiques qui sortent et des marchés qui peuvent baisser. Parce que là, toute cette fin d'année très positive en 2020, elle est déjà dans les cours du marché. Alors, il y a quatre scénarios que je vois. Alors, le premier, c'est ce que j'appelle le scénario boucle d'or. Donc, c'est vraiment le scénario entre guillemets magique, hein, où en fait le virus a agi un peu comme une guerre, et on se situerait en fait dans les prochaines années un petit peu comme après la Deuxième Guerre mondiale, donc avec la reconstruction du monde, donc avec un début, en fait, un retour aux 30 glorieuses. Donc, ça, c'est un scénario qui est en théorie possible. Voilà, donc c'est en théorie possible. Après vraiment un confinement, les gens ont de l'épargne, on dépense, on a un optimisme qui revient. Voilà, c'est le scénario vraiment magique pour les marchés. Alors deuxième scénario, alors lui, à l'inverse, hein, plutôt très noir, hein, ce que j'appelle moi entre guillemets le Covid-22, c'est-à-dire que le coronavirus continue à tourner, à circuler dans le monde, et finit par donner des variants qui sont complètement résistants, réfractaires, résistants au vaccin. Et là, ce qui oblige en fait les laboratoires à repartir de zéro, carrément de zéro, la recherche vaccinale. Là, c'est un scénario catastrophe, parce qu'on repartirait sur des confinements. On nous annoncerait que finalement tous les vaccins, tout ce qui est mis en place ne sert à rien, parce qu'il faut vraiment repartir à zéro. Donc ça, c'est un scénario qui est quand même possible, hein. Les coronavirus, alors moi je suis pas un médecin, hein, je suis loin d'être voilà, d'être doué en médecine, mais voilà, de ce que je sais, c'est que les coronavirus ont une capacité à muter très rapidement, et il n'est pas exclu qu'un coronavirus, que le Covid, rencontre un autre virus et donne un nouveau variant. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe.
Les deux autres scénarios sont des scénarios tout à fait plausibles, en fait, où on assisterait en fait à un retour de l'inflation, c'est-à-dire que cette croissance que l'on voit, hein, cette épargne accumulée qui se déverse dans l'économie, provoque des pénuries et une remontée de l'inflation attisée notamment dans nos pays, dans nos régions, par la planche à billets des banques centrales, donc par un excédent de liquidité provoqué par les planches à billets. Et donc là, deux scénarios découlent de cela. Soit face à une remontée de l'inflation, les banques centrales décident de serrer le robinet, hein, voilà, d'arrêter la planche à billets, même, voire même de remonter un peu les taux. Et là, dans ce cas-là, ben, les mesures du type quoi qu'il en coûte annoncées par le président de la République, par Emmanuel Macron, ben, il serait obligé d'arrêter tout ça. Parce que évidemment, si on enlève la planche à billets, bah là, il faut faire des mesures de rigueur, voilà, il faut couper dans les budgets, il faut supprimer des postes de fonctionnaires, on supprime toutes les aides, le PGE, le chômage partiel, voilà. Donc ça serait un scénario vraiment d'austérité, donc qui se matérialisait cette fois-ci par une forte chute de quasiment toutes les classes d'actifs. Et c'est un scénario voilà, qui n'est pas à exclure si les banques centrales décident d'arrêter toutes leurs injections monétaires à cause d'une remontée de l'inflation. Et enfin, le quatrième scénario, toujours en cas de retour de l'inflation, ce serait en gros que les banques centrales ferment un petit peu les yeux, fassent comme si bon, ouais, il n'y avait pas vraiment de problème d'inflation, continuent quand même leur planche à billets, leur fuite en avant, et on assiste finalement à un scénario d'emballement de l'inflation avec une croissance qui plafonne, qui serait un scénario de type stagflation, un petit peu comme on a pu l'observer dans les années 70. Alors, a priori, aujourd'hui, hein, le scénario pricé hein, par les marchés, hein, les marchés parient un petit peu sur un scénario, alors je mets entre parenthèses un scénario boucle d'or, avec vraiment voilà, un optimisme BA, les gens qui consomment, voilà, c'est génial, avec quand même un petit peu avec quand même un petit risque quand même de stagflation, hein, les marchés ne l'excluent pas, hein. D'ailleurs, voilà, on sent bien les banques centrales, elles essayent un petit peu de minimiser hein, ce risque d'inflation. On a entendu Jérôme Powell parler d'inflation temporaire ou transitoire. Donc voilà, pour le moment, les banques centrales ferment un petit peu les yeux sur ce risque de boom inflationniste. Mais voilà, enfin, les choses peuvent changer. Donc voilà, gardons en tête un petit peu ces quatre scénarios, en sachant que pour le moment, les marchés semblent privilégier vraiment les scénarios plutôt, voilà, plutôt optimistes. Alors justement, les marchés, conséquences sur les marchés. Alors là, je vous montre à gauche la situation, les marchés qui sont au plus haut en Europe et aux États-Unis. Alors j'ai fait un focus sur le Dow Jones, mais on peut faire pareil sur le Nasdaq, même sur le CAC 40. Donc là, on voit le Dow Jones à gauche, on est quasiment, voilà, on a 35 000 points, on a 35 000 points. Donc si vous voyez le tout début du graphique du Dow Jones, hein, c'est la baisse que vous voyez au début du graphique, hein, c'est la crise de 2008, hein, c'est toute la crise des subprimes, la crise de Lehman Brothers. Donc on voit que cette crise des subprimes, elle a été complètement, enfin on la voit à peine, parce qu'elle a été masquée par 10 années de hausse ininterrompue, et même la crise du Covid hein, qui a un temps soit peu un peu marqué un stop dans la remontée des marchés. On voit que même la crise du Covid a été largement effacée, hein, les effets ont été largement effacés, hein, les marchés sont maintenant bien plus hauts que là où on était avant même le début de la crise du Covid. Alors néanmoins, il y a quand même des choses quand même qui me gênent, hein, parce que moi je ne regarde pas que les marchés, que le CAC 40 et le Dow Jones, je regarde un petit peu tout ce qui se passe. Ben, c'est la Chine. Quand on regarde la Chine, alors là c'est un graphique qui est zoomé depuis 2017, eh ben on voit que si vous allez tout à droite du graphique, que bah, depuis le mois de février, février 2021, eh ben les bourses chinoises ont perdu quasiment entre 25 et 30% de leur valeur. Donc c'est énorme. C'est quand on sait que la Chine est souvent en avance un petit peu sur le cycle, hein. Rappelons que la crise du Covid est arrivée depuis la Chine. Les marchés chinois avaient commencé à baisser bien avant les marchés européens et américains. Et là, on voit depuis 3 mois la bourse, voilà, les bourses chinoises
perdre quand même, enfin subir de fortes pertes. Et donc ça, évidemment, évidemment, on peut se poser des questions. Voilà, tout n'est pas rose, il y a des choses qui se passent dans le monde. Pour le moment, les marchés européens, américains font mine d'ignorer ce qui se passe en Chine. Bon, voilà, il faut quand même faire attention. Si par exemple je prends l'exemple d'une valeur vedette française, hein, LVMH, LVMH réalise quand même beaucoup de bénéfices en Chine, hein, le luxe, hein, les Chinois achètent beaucoup de produits de luxe du groupe LVMH. Donc voilà, comment, voilà, moi je suis, voilà, j'ai quelques, voilà, je me pose quand même quelques petites questions. Voilà, comment une valeur, par exemple, comme LVMH, peut-elle continuer, par exemple, à monter si le marché chinois voilà, se met à déprimer. Voilà, et on peut généraliser. J'ai pris l'exemple de LVMH, mais on peut généraliser à pas mal de valeurs de grands fleurons du CAC 40 ou du Dow Jones ou du DAX. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai quand même une problématique personnelle, hein. Cette fois-ci, on n'est plus terre à terre en tant qu'investisseur particulier. Comme 99% des investisseurs, j'ai quand même des plus-values importantes sur les actions. Bon, là, j'ai fait une copie d'écran d'une partie de mon portefeuille. Et là, vous voyez, rien que sur le Dow Jones, hein, je l'ai encadré en vert, hein, US30, hein, c'est une position que j'ai ouvert, un contrat sur le Dow Jones que j'ai acheté en mars 2020. Donc bon, je ne le savais pas à l'époque, j'avais acheté au plus bas après la crise du Covid. Donc je voyais la valeur, hein, je l'avais acheté à 18 329 points quand le Dow Jones valait 18 329 points. Et aujourd'hui, on est quasiment à 35 000 points. Donc rien que sur cette position, j'ai un PNL, une plus-value latente de plus de 16 500 euros. Donc voilà, moi je commence à... Voilà, c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, je partage avec vous mes interrogations, hein, mes doutes. Et donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Si je ne fais rien et que le marché se retourne aux États-Unis comme il semble s'être retourné en Chine, les 35 000 points sur le Dow Jones, on risque de ne pas les voir. Si on rentre dans un marché baissier, les records, on peut très très bien rester plusieurs années sans retrouver les précédents records. Même après la crise de 2008, on a attendu quand même 5 ans avant de retrouver les niveaux de 2008. Et je parle que de la crise de 2008. Hein. Si on remonte en 1929, ceux qui ont investi en 1929, ils ont dû attendre 1957 avant de retrouver le niveau de 1929. Forcément, moi, voilà, je me pose quelques questions. J'ai quand même, voilà, quand je vois les plus-values latentes qui s'accumulent sur mon portefeuille, forcément, voilà, je peux pas être serein, quoi. Mais d'un autre côté, si je liquide tout, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une grosse fiscalité sur les plus-values, hein, parce que 16 500 de plus-value, voilà, ça fait quand même pas mal d'impôts à payer. Et puis surtout, je risque d'avoir un manque à gagner si jamais la hausse se poursuit. Et il n'est pas exclu, hein, la hausse peut très très bien se poursuivre tant qu'on a des banques centrales qui sont très très actives sur le marché. Là, je n'ai parlé que des banques centrales américaines et européennes. Je ne parle même pas de la banque centrale de Suisse qui rachète carrément des actions. Alors la banque centrale suisse, elle a passé un cap supplémentaire, c'est qu'elle achète carrément des actions Google, Facebook. Voilà, elle est actionnaire d'entreprises privées américaines, européennes. Donc on a vraiment des banques centrales qui quelque part sont aussi très très proactives. Donc c'est compliqué, c'est pas du tout évident. Et là, moi j'aime bien regarder l'histoire, hein, ce qui a pu se passer par le passé. Sachez par exemple que Isaac Newton, donc c'est un petit article de la Tribune que vous pouvez retrouver, hein, si vous tapez Google. Isaac Newton, voilà, il a perdu 2,7 millions d'euros, enfin l'équivalent d'aujourd'hui. Alors comment il a fait en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé des opportunités, il a investi. Donc, il faut savoir, voilà, c'est que même dans les années 1700, il y avait déjà des bourses, hein, bourses aux tulipes. Donc il a investi sur les marchés à l'époque. Donc il est rentré assez tôt sur les marchés, donc il a gagné pas mal d'argent. Et puis à un moment, les marchés ont doublé, et puis il est sorti. Il s'est dit, bon, j'ai pris mes gains, je suis content, c'est bon. Donc il était content et tout. Et puis les marchés ont continué à monter, ils ont fait x2, x3, x4.
Et là, bah, forcément, bah, Isaac Newton, c'est un génie, mais c'est un être humain, donc il voyait ses copains continuer à gagner énormément d'argent parce qu'ils sont restés sur le marché. Et qu'a fait Isaac Newton? Bah, il est rentré, il a voulu, il a été victime de ce qu'on appelle le FOMO, hein, Fear of Missing Out, donc de rater le train de la hausse, et il est rentré, il est de nouveau rentré, il a remisé sur les marchés, mais au niveau 4 à 5 fois supérieur au niveau où il était sorti avant. Et malheureusement, bah, le marché a éclaté, s'est retourné donc au début, voilà, dans les années 1720, donc il y a pile 3 siècles, et Isaac Newton a perdu 2,7 millions d'euros. Certains même disent il a fini ruiné à cause de ça. Donc, vous voyez, pourtant, vous voyez, Isaac Newton, c'est pas voilà, c'est pas le dernier des imbéciles quoi. Et pourtant, donc voilà, donc moi ça m'amène à être très humble, hein. Voilà, je m'exprime devant vous avec une très grande humilité. Voilà, voilà, je ne me vante pas de toutes ces plus-values qui s'accumulent hein, dans mon portefeuille. Voilà, je vois ça avec beaucoup d'humilité, avec même un petit peu d'inquiétude, d'autant que je pars en vacances. Et donc du coup, bah, moi, j'ai fait, ce que j'ai décidé de faire sur cette position, hein, parce que bah, voilà, c'est un contrat. Bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un système en fait au niveau autour de 35 000 points sur le Dow Jones, en fait un système en fait, de vente à découvert au niveau de 35 000, hein, suivi de rachat, donc avec des stop loss assez serrés, hein, donc situés autour de 35 200. Voilà. Donc dès que le Dow Jones, par exemple, passe en dessous de 35 000 points, je vends le Dow Jones à découvert, j'achète un contrat de vente sur le Dow Jones, et si jamais il remonte au-dessus de 35 200, bah, je coupe ma position et je répète l'opération. S'il redescend, je vends, etc. Donc en fait, il y a trois possibilités pour moi qui s'offrent à moi. Soit le Dow Jones explose les 35 000 points et continue son envolée vers 40 000 points. Bon, bah, dans ce cas-là, bah voilà, ma position, elle a été, voilà, j'ai vendu à 35 000. Je suis obligé de racheter ma position à 35 200. Puis finalement, bah voilà, j'ai perdu à peu près 200 $, donc à peu près 140, 150 euros. Bon, bah, 150 euros de perte par rapport aux 16 000, voilà, voilà, aux 16 500 euros qui courent de plus-value latente dans mon portefeuille, bah, c'est pas grand-chose. Et après, bah, si le marché continue à monter, bah, je continue finalement à profiter. Ma position qui est toujours ouverte bah, continue elle à engranger des gains. Je continue à gagner de l'argent. Donc c'est la flèche verte ascensionnelle. Scénario inverse, bah, le marché s'écoule. Hein, là, quand on assiste finalement là à un pic, hein, 35 000 points, ça devient finalement le point de retournement, le point de bascule au niveau du Dow Jones. Bon bah là c'est pas trop gênant parce que finalement bah, ma position ouverte à 18 000 points, bah, elle, forcément, bah, les gains vont fondre comme neige au soleil, mais ces gains qui vont fondre sur cette position achetée en 2020, bah, ils vont être compensés par des gains sur ma position vendeuse que j'ai ouvert à 35 000. Parce que si je vends le Dow Jones à 35 000, hein, si j'ouvre un nouveau contrat de vente du Dow Jones à 35 000 et que celui-ci descend à 34 000, 33 000, bah, sur cette position-là, je vais gagner. Et donc, du coup, je vais être parfaitement, ma position achetée il y a un peu plus d'un an, bah, elle sera parfaitement couverte par cette position vendeuse. Donc du coup, bah, dans ce cas-là, la flèche rouge, bah, finalement, je vais être insensible à la baisse. Hein. Si les actions rechutent, bah, moi, en fait, j'aurais cristallisé quelque part mes gains sur la position que j'ai achetée il y a un an. Donc j'avais acheté à 18 000 et c'est comme si je cristallisais mes gains à 35 000 sans couper ma position. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une stratégie qui me permet de cristalliser mes gains en cas de chute et d'accumuler, de continuer d'engranger encore plus de gains si jamais le marché action américain continue sa hausse à 36 000, 37 000, 40 000 points. Donc alors il y a un cas où je vais perdre, où je peux perdre de l'argent, bah, si le marché fait des zigzags à répétition entre 35 000 et 35 200. Donc voilà, il fait un zigzag, deux zigzags, donc je passe en fait mon temps à vendre à 35 000 et à racheter à 35 200. Donc voilà, donc je vais passer, voilà. Là j'ai fait un petit calcul, vu les 16 000 euros de gains accumulés,
il faudrait que le marché fasse au moins 200, il faudrait quasiment que le marché fasse une bonne centaine, voire 200 zigzags comme ça enfin, entre 35 000 et 35 200. Ce qui paraît, si on retourne le graphique, ce qui paraît peu probable, hein. Quand on revient au graphique d'avant, on voit bien que les marchés, c'est rare qu'ils restent sur un plateau permanent. Les marchés, soit ça a une tendance haussière, soit ça a une tendance baissière, mais rester sur un plateau permanent pendant 2 ans à zigzaguer sur un petit intervalle de 200 points, bon, c'est assez peu probable. Donc voilà, moi en tout cas, voilà, j'ai envie de passer quelques vacances tranquilles, donc j'ai choisi de faire ça pour protéger un petit peu une partie quand même de mes plus-values. Alors, donc cette stratégie, hein, qui vise à protéger une position fortement gagnante sur les actions par des stratégies de vente à découvert avec des stops, en fait, s'apparente à ce qu'on appelle à la réplication d'achat de call ou de straddle. Donc bon, c'est des options, hein. Donc c'est un peu ce que je fais, hein. C'est un peu comme si je répliquais des achats de call ou de straddle. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, voilà, disclaimer, cette stratégie, elle n'est surtout pas à faire si vous n'êtes pas vous-même trader ou structureur au sein d'une banque d'investissement. Alors là c'est vraiment, donc ça c'est vraiment un type de stratégie. Enfin, il faut vraiment être soi-même trader ou structureur, hein. C'est vraiment, c'est 0,01% des personnes, enfin de la population à qui je recommande de s'amuser à faire ce genre de stratégie. C'est des stratégies quand même, faut vraiment s'y connaître. Bon, moi j'ai travaillé des années en salle des marchés, j'étais moi-même trader, j'étais moi-même structureur, donc voilà, je sais de quoi il en est, mais voilà, ça surtout à ne pas faire que si vous êtes vraiment un expert. Alors néanmoins, pourquoi j'en parle? Parce que quand j'ai travaillé en gestion de fortune il y a 10 ans, eh ben, on proposait des produits un petit peu de ce type-là, hein, des produits systématiques, donc gérés évidemment par des conseillers, hein, par des conseillers avisés, à des clients qui avaient des patrimoines nets supérieurs à 1 million d'euros. Donc ces produits, hein, donc un peu, qui sont un petit peu inspirés de cette stratégie que je vous ai décrite. Donc ils avaient des acronymes, hein, Athéna, des accumulateurs, des phénix, enfin, voilà, donc vous avez des acronymes un petit peu sympathiques, donc que les gestionnaires de fortune proposent à leurs clients haut de gamme, hein, qui ont plus d'1 million d'euros de patrimoine net. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que en 10 ans, la finance, heureusement, elle s'est pas mal démocratisée, hein. Voilà, il y a 10 ans, oui, seules les grosses fortunes, enfin, plus d'1 million d'euros, pouvaient avoir accès à des produits un petit peu de ce type. Aujourd'hui, il est néanmoins possible, alors voilà, je vous déconseille de faire ça vous-même. Par contre, aujourd'hui, il est possible d'avoir accès à des produits un petit peu hybrides, hein, qui permettent de capturer en gros une partie de la hausse des marchés sans perdre sa chemise en cas de baisse. Parce que ça, c'est un petit peu c'est un peu notre souci à tous, hein. Moi, c'est mon souci. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont des portefeuilles actions qui commencent à s'étoffer. Vous avez envie de ne pas rater le train, si jamais ça continue à monter, mais bon, vous n'avez pas non plus envie de tout perdre si on a atteint un sommet, si on atteint un sommet. Et donc du coup, en fait, aujourd'hui, même des investisseurs avec des petits patrimoines, hein, de quelques milliers d'euros, peuvent avoir accès à ces produits, donc on appelle des produits structurés. Alors, si vous avez ces problématiques, hein, de vouloir profiter d'une éventuelle poursuite de la hausse des bourses sans risquer de trop perdre en cas de retournement, là encore, hein, je fais un petit clin d'œil à la vidéo sur les influenceurs que j'ai postée. Rapprochez-vous de votre conseiller financier et exposez-lui votre problématique en lui montrant cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, hein. Donc votre conseiller en investissement financier, en gestion de patrimoine, lui, il y a des chances aussi qu'il soit aussi un expert. Donc lui, voilà, il pourra vous décortiquer un petit peu cette vidéo et vous dire si ce type de stratégie que je fais pour moi, si elle est adaptable, si elle est réplicable pour vous, pour protéger une partie de votre patrimoine via des produits que votre conseiller en gestion de patrimoine peut avoir en stock qui peuvent être adaptés à votre patrimoine. Donc de par son métier, donc voilà, il est le plus à même de vous orienter vers les meilleurs produits, encore une fois adaptés à votre aversion au risque, à votre situation patrimoniale. Alors moi, je ne vous conseille rien du tout, hein. Moi, je ne vais pas vous conseiller d'acheter ceci ou de vendre cela, de passer des trades, hein. Voilà, je ne fais pas de conseils en investissement, en gestion de patrimoine. Voilà, moi,
Moi, je suis là pour partager avec vous voilà, mon expertise, mes espoirs, mes craintes, voilà, mes états d'âme sur les marchés et sur ce que moi je fais voilà, sur une partie de mon portefeuille. Voilà, et donc bah, l'objectif, voilà, c'est juste de vous éclairer, hein, de vous apporter un éclairage au même titre que d'autres influenceurs peuvent aussi vous donner des idées. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous faire un avis, voilà, à réfléchir un petit peu à ce que font un petit peu les marchés, à ce que fait la macroéconomie, et aussi à ne pas rester seul si vous n'êtes pas expert vous-même. Voilà, à partager tout ça avec vos conseillers en investissement, en gestion de patrimoine, pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Voilà, si vous sentez un petit peu, voilà, si vous vous sentez pas à l'aise avec le niveau actuel atteint par les marchés européens et américains, surtout quand on voit voilà, ce qui se passe en Chine actuellement. Voilà, on peut se poser quand même des questions. Voilà, il n'y a que les inconscients qui ne se posent pas de questions. Voilà, bah écoutez, sur ce, bah, je vais en rester là et je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous êtes haussien. En tout cas, pour ma part, je pars après-demain en Dordogne. Voilà, pour des vacances bien méritées où je vais faire un petit peu le vide voilà, voilà, de la vie, du travail et aussi des marchés. Voilà, bah écoutez, bonne fin de journée et bonnes vacances et j'espère vous revoir très bientôt à la rentrée. Bonne soirée à vous, au revoir.